Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du HTML, des bases du HTML, de ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer sereinement à coder des pages web et à apprendre le HTML. Avant de commencer, qui suis-je? Je me présente, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle David. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les jeux vidéo. Et pour moi, coder, c'est un jeu. C'est un jeu d'exploration, un jeu de logique, un jeu de découverte, un jeu de construction. Alors commençons. Nous allons voir aujourd'hui 6 points avec un septième point bonus. En premier, nous allons voir comment est construit un tag HTML, ce que c'est. Ensuite, nous allons voir la structure principale d'un document HTML. Ensuite, nous allons voir comment afficher du texte, puis comment afficher des images. Enfin, comment structurer ce contenu de texte et d'image sur la page. Et pour finir, nous allons regarder ce qu'est Bootstrap et comment on peut s'en servir pour commencer à mettre en place nos premières pages HTML. Bootstrap, je vais en parler donc à la fin, mais c'est un framework CSS. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets. Toute la discussion du CSS et de comment construire le CSS, ça sera pour une autre vidéo. Ça dépasse ce que je veux aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc quand on parlera de style, quand on parlera de CSS, quand on parlera de classe de style, c'est des notions qu'on verra dans un deuxième temps et qu'on peut pour le moment déléguer à Bootstrap. Maintenant, les tags HTML. Comment sont construits les tags HTML? Les tags HTML ont le nom du tag entouré par deux signes, inférieur, supérieur. Un contenu à l'intérieur. Les tags peuvent être auto-fermants, comme par exemple pour le retour à la ligne. Et ce nom de tag peut être tout un tas de choses. Peut être P, B1, BR, H1, voilà, tout ça. Ces choses-là suivent toute la même structure de j'ai un tag, j'ai du contenu, je ferme le tag. C'est quoi ce contenu? Ce contenu, ça peut être du texte, ça peut être d'autres tags qu'on imbrique, mais qu'on prend bien le soin de refermer avant de fermer le tag principal. C'est des boîtes qu'on met dans les boîtes. Les tags peuvent aussi avoir des attributs. Ces attributs, le plus courant, du moins le plus universel, c'est l'ID. On a aussi différents attributs. Le type d'attribut dépend du tag et ça se présente à chaque fois sous la forme nom d'attribut égale valeur de l'attribut entre guillemets. Un point d'attention, il ne faut jamais avoir deux fois le même ID avec le même nom sur une même page. En termes de structure du document, on a un doctype, une ligne en haut doctype qui décrit quel est le type de document que le navigateur peut s'attendre à voir. Ensuite, on a un tag HTML qui englobe l'ensemble du document. Et ensuite, on a deux blocs. Un premier bloc head qui décrit le contenu qui doit être lu par le navigateur et donc aussi par les moteurs de recherche pour comprendre la page. C'est le contenu préalable quelque part, mais qui n'est pas vu par l'utilisateur. Et ensuite, il y a le body, le corps du texte, le corps de la page, qui lui est destiné à contenir les informations qui vont être affichées pour l'utilisateur qui va ouvrir la page. Dans le head, du coup, on trouve typiquement le titre qui est au-dessus de la page. On trouve des métadatas. Typiquement, ça, c'est les informations qui sont présentes au moment de partager la page sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on a les informations de style dont j'ai un peu parlé, le CSS, qui permettent d'appliquer différentes couleurs, des fonds, des tailles de texte, enfin, tout ce qui est le style et pas le contenu à proprement parler, qui peut être sous deux formes, soit des fichiers de style extérieur qu'on inclut dans la page, ce qui permet de les réutiliser, soit du style qui est écrit directement dans la page, dans le head, qui est donc a priori plutôt spécifique à cette page-là. Ensuite, dans le corps du texte, on a du coup par exemple des sections, c'est pas obligé d'être des sections, mais
des éléments de texte, des éléments de mise en page, le contenu qu'on va afficher tout simplement. Un petit point d'attention, on a tendance à mettre en fin de page le JavaScript parce que s'il fait référence à des éléments dans la page, comme ça on est sûr qu'ils sont déjà en mémoire pour le navigateur. Pour l'affichage du texte, on a deux types de balises. On a des balises de titre, les headers, qui sont H1, H2, H3, H4. On peut même continuer indéfiniment, mais ces quatre-là sont les plus utilisés. Enfin, et en général, même on peut s'en sortir avec juste les trois premiers. Et ça représente la notion de titre, sous-titre, titre de paragraphe, sous-titre de paragraphe. Ils sont classés par ordre d'importance en termes de ce que les navigateurs... Pardon, ils sont classés en termes d'importance en termes de ce que les moteurs de recherche vont prendre comme information. Ensuite, on a aussi les types de texte, la balise P qui correspond au paragraphe, qui est donc du texte, un paragraphe de texte, sans importance particulière. Ça, c'est les balises qui contiennent du texte. On a aussi des balises qui mettent en forme le texte. Les deux plus courantes, c'est strong et EM. Strong qui veut dire fort, EM qui vient de emphasis. Donc pour faire du texte en gras ou du texte dans l'italique. Les particularités de ces balises-là, c'est qu'elles mettent en avant du texte qui est important pour nous en tant que créateur de la page, en tant que rédacteur de la page quelque part, mais du coup que les moteurs de recherche évaluent comme étant les textes qui sont importants sur la page et auxquels le texte cherche à faire référence quelque part. Donc c'est important aussi de réfléchir au sens de ce qu'on met en avant dans la page en termes de est-ce que c'est ces mots-là que je souhaite voir apparaître dans les moteurs de recherche pour ma page, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus importants. Un point d'attention toutefois, il ne faut pas mettre de balises EM ou de balises strong dans les balises de titre, parce que sinon c'est vu comme étant du keyword stuffing, c'est-à-dire on essaye trop fort, et donc c'est un côté presque ceci est une pub, et donc le moteur de recherche il n'aime pas ça. Donc voilà, les deux points d'attention, un seul H1 sur la page, qui doit apparaître d'ailleurs avant le premier H2 idéalement, et lequel premier H2 doit apparaître avant le premier H3, etc. Pour bien avoir cette structure-là, même si c'est pas, ça c'est moins important que le fait d'avoir un seul H1, et de ne pas avoir de balises de mise en avant, comme les EM ou les strong, dans les éléments de titre. Pour les images, c'est relativement simple, voire même très simple. Il y a la balise IMG, dans lequel on référence le SRC indique la source de l'image, soit avec un chemin absolu vers une image qui est ailleurs sur un autre serveur, comme on a ici, soit vers un chemin relatif, qui correspondrait ici à juste la partie après le slash random. Il y a d'autres balises qui sont moins utilisées, et on peut aussi, comme picture par exemple, et on peut aussi mettre des images en fond d'un bloc. On va voir tout de suite ce que c'est les blocs. Les blocs, principalement, il y a ce qu'on appelle la div, la division, qui sont un peu le bloc de construction générique et général de la construction du HTML, de la structure du document. On change le style de ces blocs avec du CSS, comme on change d'ailleurs le style des blocs du texte. Ce style nous permet de définir comment on va positionner les blocs sur la page. Donc ça va nous permettre de dire, ok, il y a une barre du haut, il y a ensuite une section qui contient d'autres sections. Cette section, elle est plein écran, ces deux trucs vont se mettre à droite et à gauche. Ensuite, il y a une autre section, enfin l'exemple de ce qu'on a là, mais d'autres structures. C'est le style qui nous permet de définir comment tout ça, ça va s'enregistrer sur la page. On a des blocs qui sont un peu particuliers, qui ont une sémantique qui est associée, qui permettent
de dire au navigateur, ce bloc-là a cette fonction-là. Ce bloc-là est destiné à être le header, le truc qui est en haut de la page. Ce bloc-là est destiné à être le footer, le truc qui est en bas de la page. Ensuite, on a les sections. Ce bloc-là, c'est le bloc de nav, c'est-à-dire là où il y a des liens importants pour la navigation à l'intérieur de la page. On peut avoir plusieurs navs. Il y a la section, il y a ce bloc-là, c'est un article de texte. Ça permet au navigateur et surtout alors ça permet au moteur de recherche de mieux comprendre la page. Ça permet aussi à certains navigateurs, par exemple les navigateurs pour les malvoyants qui lisent la structure de la page, de mieux s'en sortir. On a parlé du coup des styles et le chemin le plus rapide pour mettre en place ces styles-là, pour moi, c'est Bootstrap. C'est pas mon chemin, c'est pas mon framework préféré. Je préfère la méthode et la façon de faire, par exemple, de Tailwind. Mais pour moi, à la limite, c'est un passage obligé dans l'apprentissage du style. Ça permet d'aller vite pour mettre en place une page et de comprendre en faisant. Et effectivement, Bootstrap, c'est le framework CSS le plus populaire. Il a été créé par Twitter en 2011 et ils viennent de sortir la bêta de la version 5. Ça fait très longtemps qu'on est sur la version 4. Pour utiliser Bootstrap et voir comment l'installer, je vous ai mis le lien vers la page web. J'ai pas mis des instructions dans cette vidéo parce que comme c'est la bêta, c'est en train de changer. Les instructions peuvent changer. Les versions avancent relativement vite en ce moment. Donc, puisqu'il y a les différentes release candidates, les différentes versions qui sont mises à disposition du public. Donc rendez-vous sur ce site-là, sur cette page-là. Ce sera plus sûr comme méthode pour avoir l'information. Le principe de Bootstrap, c'est d'être basé sur d'abord le mobile. On commence par définir les règles de ce qu'on veut sur les navigateurs mobiles, les plus petits, et ensuite sur les écrans plus larges, on définit des exceptions. Donc par exemple, si on veut dire ce bloc-là, il va être disponible que, il va être visible que sur desktop, sur les écrans de bureau, on dit ne t'affiche pas, sauf sur des écrans qui sont de cette taille-là ou supérieure. Donc toutes les règles de Bootstrap, sont basées sur ce principe-là de je définis la règle par défaut et ensuite je définis des règles qui s'appliquent que à partir d'une certaine largeur, ce qu'on appelle un breakpoint qui correspond à une largeur d'écran. Bootstrap utilise une structure en 12 colonnes. L'avantage de 12 comme principe de la grille, c'est que c'est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. C'est donc pas divisible par 5 ni par 10. Donc comme je disais, ça utilise une structure en 12. La façon de base de fonctionner sur Bootstrap, et après on va arrêter, c'est on a un container, donc en fait une div avec classe égale container, qui contiennent des rows qui correspondent quelque part aux lignes. Et dans ces rows, donc les rows c'est div class égale row. Et dans ces lignes, ces rows, on a des cols, donc des colonnes qui correspondent du coup à la version verticale, enfin la dimension verticale de la grille. La façon dont ça marche concrètement pour pouvoir mettre en place cette structure-là, c'est que donc on fait div class égale container, div class égale row. Donc dans le container, dans le row, on a les cols. Les colonnes, leur classe définit leur largeur à l'intérieur de la grille de 12. Ça veut dire que la classe, si on fait div class égale col12, cette classe col12, elle a une largeur de 100%. Donc elle va prendre toute la largeur des 12 colonnes. Si on a une colonne qui est un col 4, ce col 4 va avoir une largeur de 33%. Donc on va pouvoir en mettre 3 dans la grille de 12. Si on a un col 2, c'est une largeur d'un sixième, donc on va pouvoir en mettre 6. Mais on peut mélanger tout ça et prendre par exemple une colonne de 8, un col 8, qui va avoir 2 tiers de largeur, et deux colonnes de col 2,
qui vont en détail dans un sixième, et tout ça, ça va nous faire du 100%, et ça va nous permettre, il faut simplement raisonner sur une base de 12 et voir comment est-ce qu'on arrive à 12. Et pour faire du responsive là-dedans, on va dire, comme je disais, dire par défaut, celui-là, par exemple, a une largeur de 12. Et par contre, si on est en écran large, ce bloc va avoir, au lieu d'avoir une largeur de 12, va avoir une largeur de 4. Et le bloc qui était en dessous, qui avait aussi une largeur de 12, a aussi une largeur de 4. Et ça permet d'avoir une structure qui, en mobile, est verticale, et sur desktop, sur un écran de bureau, va faire des blocs avec, par exemple, 3 colonnes, qui est un peu une structure classique. Voilà. Un dernier point que je n'avais pas énoncé initialement. En termes de ressources supplémentaires pour continuer à apprendre, il y a les deux liens du haut et du bas qui sont un peu des ressources encyclopédiques. Si vous avez une question sur un élément, une balise HTML, qu'est-ce qu'elle fait, ces deux blocs-là vont vous donner, ces deux liens-là vont vous donner l'information. Et au milieu, FreeCodeCamp, c'est un site web gratuit qui permet d'apprendre par soi-même en faisant, en se mettant dans les... Il introduit différentes notions au fur et à mesure, et on réalise le code, et il nous dit ce code-là correspond bien à ce que j'ai demandé, correspond bien à la notion qu'on a abordée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à vous souscrire. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les dans les commentaires, dans les zones de commentaires en bas. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.